Donc je vous souhaite la bienvenue à la séance technique du mois de mai, une séance technique où on est moins nombreux parce que eh bien on a changé nos habitudes puisque c'est le quatrième jeudi exceptionnellement que ça a lieu et je pense qu'on a perdu du monde en cours de route. Plus un certain nombre de membres qui sont en train de faire de l'affût flottant en dombe. Donc c'est une séance technique euh, pour les membres et puis pour les participants que vous pouvez reconsulter ensuite sur la page et sur la chaîne YouTube de l'association. Chaîne YouTube que vous pouvez aller consulter et à laquelle je vous conseille de vous abonner. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations à passer. Je crois que moi, j'en ai même pas du tout. Monsieur le Président n'est pas là. Madame la secrétaire non plus. Le vice-président non plus. Tout le monde a quitté le navire. On va attaquer directement avec notre invité qui est fidèle au poste. Et il s'agit de Maggie. Maggie. Bonsoir à tous. Ben, allez, et Olivier, il faudra que tu commences la projection. Et bien alors, je commence la projection. Alors, je présente mon écran. Tac. Présenter mon écran. Tout l'écran, c'est celui-là. Partager. Et je projette. Hop. Et Nous voilà. t'écoutons. Donc, ce teaser avait pour but de vous donner une indication de là où je vous emmenais ce soir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont deviné, mais on est donc parti ce soir pour l'Australie. Si tu veux bien aller sur la deuxième Mhm. diapositive. Un beau pays. Un très beau pays. Et donc, là, je vous présente les endroits où je suis allée et d'où viennent les photos, où j'ai pris les photos. Sachant que ce séjour que j'ai fait en Australie n'avait pas du tout pour objectif de faire de la photo animalière, c'est donc de la photo opportuniste que j'ai fait pendant tout le séjour où j'étais là-bas. Je suis donc allée dans 4 régions de l'Australie. J'ai été basée à Adélaïde, où j'ai passé le plus clair de mon temps. Donc Adélaïde, c'est dans l'Australie du Sud. Toujours Australie du Sud, je suis allée à Kangaroo Island. Ça doit vous parler un petit peu des grands incendies qui ont eu lieu en 2019-2020. Ensuite, d'Adélaïde, je suis allée à... Alors, ce n'est pas ensuite, hein, je suis également allée, on va dire, à Uluru, dans les territoires du Nord. Uluru, c'est le rocher mythique des aborigènes. Vous avez probablement dû en entendre parler. Ayers Rock. C'est ça, anciennement appelé Ayers Rock et maintenant renommé Uluru, puisque c'est les aborigènes qui ont repris la gestion du territoire et qui ont surtout repris la gestion du rocher. Le rocher, on le voit sur la photo en haut à gauche. Pour aller à Uluru, à partir d'Adélaïde, on passe par Sydney. Donc, il y a quelques photos qui ont été prises à Sydney. Et on est allé également en Tasmanie. Tasmanie, on a fait la région d'Hobart et la région de Freycinet et Bruny Island. Donc, plutôt le sud de la Tasmanie. Donc voilà, je vais vous amener dans ces régions-là. Alors, je n'ai pas fait la projection de photos en fonction des régions, mais en fonction des espèces. Donc, de temps en temps, je vous dirai si c'est à Uluru ou à Kangaroo Island. Sinon, la plupart des photos ont été faites sur Adélaïde et sa région. C'est un cacatoès rosalbin qu'on va trouver partout. Je l'ai vu dans les territoires du Nord, je l'ai vu à Adélaïde, on le voit partout. Il se met au sol. Là, c'est un petit jeune qui attend patiemment la béquée sur la photo que tu viens de présenter. Donc, petit rosalbin. Petit rosalbin. Tu peux passer à la photo suivante. Autre cacatoès, le cacatoès nasique. Pourquoi nasique? Parce qu'il a ce long bec qui va lui permettre de creuser dans la terre. Lui aussi, c'est un cacatoès qui va se nourrir au sol et il mange des racines et des insectes. Donc, son bec lui sert à creuser et à manger. Donc. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Le suivant, alors celui-là en anglais s'appelle Corella, Longbill Corella. Le suivant d'après s'appelle aussi Corella, mais Little Corella, et ils n'ont pas grand-chose de commun si ce n'est le blanc. Si tu veux bien passer à la photo suivante. Hop.
Merci. Donc voici le Little Corella qui est en français Cacatoès Corella, tout bêtement, qui a toujours des positions de tête un petit peu, je ne sais pas comment la qualifier, un peu coquine, on dirait. Il a en tout cas pas du tout la même allure que le précédent. Très bruyant, toujours en bande. Lui, par contre, on le trouve rarement au sol, plus souvent dans les arbres. Et il se déplace en bande dans les parcs, essentiellement en ville. Autre cacatoès sur le suivant, c'est le cacatoès à huppe jaune. Très bruyant aussi bruyant en vol que posé sur une branche. C'est un cacatoès qui braille sans arrêt. On le voit en vol le matin et le soir, quand ils vont, je suppose, au nourrissage. Et très souvent, sa huppe est levée, notamment quand ils se disputent. On va le voir sur la photo d'après. Alors, on ne va pas voir la dispute, mais on va voir la huppe, toujours perchée au sommet d'un eucalyptus. Et donc, cette huppe jaune se redresse complètement. C'est sa spécificité à celui-ci. Et dernier cacatoès que je vais vous présenter, c'est le cacatoès funèbre, qui lui est beaucoup plus rare, qu'on ne trouve pas en ville, qu'on trouve essentiellement dans les forêts. Jamais en bande. Je l'ai entreaperçu 2 fois. Une fois, il a bien voulu se poser et ça a fait l'objet d'une photo, une seule et unique, et c'est celle-ci. Donc en anglais, il s'appelle le Yellow-billed Black Kakatu, à cause de sa queue qui est jaune et des petits, il a les joues jaunes aussi. Donc voilà, ça c'était pour les cacatoès. J'enchaîne logiquement avec les perruches parce qu'il y en a énormément. Ça c'est le loriquet arc-en-ciel dans un eucalyptus. Le loriquet arc-en-ciel, en fait, son dos est entièrement vert et s'il était discret, on ne le verrait jamais en fait. L'avantage pour nous, c'est qu'il est très bruyant et que donc on l'entend et ensuite on le voit. Et très nombreux en ville, très nombreux en forêt, très nombreux partout. La photo suivante, c'est un perroquet qu'on va retrouver en bande ou en couple. Ici, c'était en fin de journée, petite séance de toilettage. Toujours dans les oiseaux très colorés, on va trouver la série des rosellas. Les rosellas, alors je reprends la dénomination anglaise parce que la française, je ne suis pas arrivée à trouver tout à fait des choses qui m'étaient cohérentes. Ça, c'est le Eastern Rosella. Tous les rosellas vont avoir plus ou moins le même plumage au dos qui est très mimétique avec son environnement. Donc ça, c'est le côté pile. Côté face, très coloré. Donc ça, c'est le Eastern Rosella qu'on trouve à peu près partout, aussi bien en ville qu'en forêt. La suivante, c'est lequel? C'est le Crimson Rosella. Alors, je crois qu'en français, on l'appelle perruche de Tennant ou Tennant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un Rosella également. Donc, le dos est exactement le même que l'autre, que le précédent. C'est juste son devant qui est totalement rouge. On a également sur la photo suivante le Adélaïde Rosella, qu'on trouve qu'à Adélaïde, d'où son nom. Vous voyez ici, sur celle-là, on voit bien le dos qui est très mimétique. Bon, aussi, j'ai un moustique. Voilà, je ne sais plus. Pardon, désolé. Donc, ça, c'était la Délaïde Rosella. Et le dernier, c'est le Flaveola Rosella, qui, lui, est jaune, dessous, jaune verdâtre. Alors, lui, il est un peu plus difficile à voir parce qu'il se confond vraiment côté recto et côté verso avec son environnement dans les eucalyptus. Donc, ça, c'était un petit échantillon de perruches. Sur la photo suivante, on va voir un oiseau qui porte bien son nom, c'est le méliphage bruyant, noisy miner. Très bruyant. Il piaille sans arrêt. Donc, méliphage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de fleurs partout, notamment dans les eucalyptus. Donc, les méliphages étaient vraiment très contents et le manifestaient bruyamment. Donc, celui-ci
On va le trouver dans l'Australie du Sud. Je ne dis pas dans le sud de l'Australie, pardon. Pas uniquement le territoire Australie du Sud. Hein. Je parle bien du sud du continent australien. Le suivant qui ressemble beaucoup, et je me suis fait avoir parce que j'ai pas une très bonne vue et que vu de loin, il se ressemble. Celui-ci, on ne l'a vu que dans les territoires du Nord. C'est un mélifage à cou jaune qui va lui se retrouver dans la partie nord de l'Australie. Et c'est pour ça qu'on l'a vu à Uluru, ici dans des grevilleas. Je vous présente un autre mélifage sur la photo suivante, qui est le mélifage à lunule, petit oiseau discret. On l'a vu, on l'a pas entendu, je ne sais pas quel son il a. Toujours avec des couleurs qui se confondent bien avec la végétation. On va aller sur un oiseau beaucoup plus coloré, qui est le mérillon superbe. Alors cet oiseau, il fait 14 cm de long, queue comprise, la queue fait 6 cm. Et en total, il pèse 8 grammes. Donc c'est vraiment un truc qui est minuscule. Et sur la photo suivante, il a une posture bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Et je trouve ça très dommage de ne pas savoir pourquoi, parce que je le trouve rigolo. Mais il était tout seul, donc on ne peut pas dire que c'est une posture de parade, je ne sais pas. Ou il se manifestait pour quelque chose, pour une raison ou pour une autre, je n'en sais rien. Autre oiseau qu'on va trouver du côté d'Adélaïde, je ne sais pas si on le trouve ailleurs, il me semble que c'est Australie du Sud aussi, c'est le siffleur doré australien. Et lui, vraiment, il a un chant très harmonieux, je dirais. Donc, petit oiseau aussi très mignon. L'oiseau suivant, c'est le Willy Wagtail qu'on va retrouver partout. En français, c'est le ridipure hochequeux. Sa particularité, c'est d'agiter sa queue à l'horizontale et non pas à la verticale comme le précédent. Et il semblerait que ça soit pour faciliter la recherche d'insectes. Moi, je dis ça sous toute réserve parce que c'est ce que j'ai lu, mais je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. En tout cas, il est intéressant parce qu'il fait partie du folklore aborigène et il est supposé être apporteur de mauvaises nouvelles. Et également, il est supposé voler le secret des personnes qui s'attardent autour des camps pour écouter discrètement les conversations. Donc, il vole les secrets. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il les vole, Folklore c'est bien, aborigène. mais qu'est-ce qu'il en fait? Ah ben, il va colporter. Il va colporter. Après, Ah, il divulgue les secrets. ah, ça c'est moche, ça. C'est moche. Hein. Donc, j'ai fini avec les petits oiseaux. On va passer à des choses un peu plus grosses, hein, qui sont très caractéristiques de l'Australie. Le cassican flûteur. Le cassican flûteur, Australian magpie, il doit son nom à son chant qu'on qualifie de très... ressemble à une flûte, d'où son nom. On va le retrouver partout, il chante sans arrêt, il est rarement solitaire, il y a toujours un autre qui traîne dans les parages, et ils vont chanter, se répondre, et c'est sans fin, mais c'est très joli. Et c'est de quelle taille? C'est c'est assez gros quand même, hein. C'est nettement plus gros qu'un corbeau. C'est 2 fois la taille d'un corbeau. C'est comme un pigeon, taille d'un pigeon. Oui, non, c'est plus, tu veux dire qu'un merle, pas qu'un corbeau. Je pense que c'est plus gros qu'un corbeau. Un pigeon, Un corbeau, c'est gros. C'est une corneille, c'est la tête d'une corneille, un petit peu plus grand qu'une corneille, on va dire, qu'elle est un chouka, un peu plus grand qu'un chouka. D'accord, ok. nettement plus gros qu'un chouka. Oh, je dirais Ouais. pas tant que ça. C'est dommage, j'ai pas noté les. C'est plus petit qu'un corbeau, hein. Le freux, admettons, c'est plus petit que le corbeau C'est freux. gros, un corbeau, Maggie. Ouais, 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 bah écoute, je vous confirme, c'est dommage parce que j'ai pas relevé les tailles, mais c'est quand même un bel oiseau, hein. C'est quand même un bel oiseau. Allez, disons, Hop. corbeau. Et c'est pas de la famille des corbeaux, justement, hein, C'est pas des même si corvidés, ça y tout ça. ressemble un peu. C'est pas du tout des corvidés. C'est des armatidés. Si ça parle à quelqu'un, moi ça me parlait pas, mais c'est pas des corbeaux. C'est pas la même famille en tout cas.
Ça, c'est le réveilleur cendré. C'est la même famille que le cassicant flûteur. Mais contrairement au cassicant qu'on va trouver partout en ville, dans les bois, dans les parcs, partout, celui-là, on va le retrouver qu'en forêt, que perché sur des arbres. Il est plus discret aussi. Je l'ai trouvé également en Tasmanie, celui-ci. Sur la photo suivante, on va voir l'un des deux pigeons comment ça s'appelle, à huppe. Il y a deux pigeons à huppe en Australie. Il y a celui-ci qui s'appelle la colombine plumifère en français, crested pigeon en anglais. Là, c'est pris dans la région d'Uluru. Et le suivant, c'est le spinifex pigeon en français. Ah non, erreur. Le premier, c'était la colombine lophote. Et celui-là, c'est la colombine. Alors, ça, c'est la lophote, crested pigeon. Et le suivant, c'est la colombine plumifère, spinifex pigeon. Alors, en anglais, c'est plus facile à se rappeler parce que c'est un oiseau qu'on va trouver dans des régions désertiques où on trouve une graminée qui s'appelle le spinifex, d'où son nom. Belle crête, belle plume, beau regard. Gros pigeon. Sur la photo suivante, alors il y a une petite histoire avec cette photo. Ce sont des podargues gris. Petite histoire de la photo, c'est pris dans un environnement sombre, en forêt, en fin de journée, en fin d'après-midi, et en se baladant, on voit un photographe qui prend une photo. Alors moi, je n'ai pas une très bonne vue, donc je regarde où est-ce qu'il vise, je fais pareil, je vise et je prends une photo. Et je prends une série de photos, et à un moment donné, je me rends compte qu'il n'y a pas 2 yeux, mais il y a 3 yeux sur ma photo. Donc en fait, il y avait bien 2 podargues que l'on voit ici. Et puis, j'étais contente, donc j'avais 2 podargues. Je ne savais même pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Et puis, en développant les photos, et c'est l'objet de la photo suivante, je me suis rendu compte qu'il y avait une queue à droite. Ça veut dire qu'il y avait au moins 3 podargues, sachant que moi, sur place, j'en ai vu qu'un, voire peut-être 4, parce qu'en général, ils sont en couple. Donc, c'était assez rigolo. Donc, c'est un oiseau qui est gros. Alors après, la taille, aide-moi, Benjamin, si tu l'as déjà rencontré. Non, mais ouais, non, après, c'est pas. Quand tu dis gros, ça me surprend un petit peu, le gros. Non, c'est. Allez. Entre 20 et 30 cm facile. Ouais, c'est un pigeon, mais avec une grosse tête, quoi, on va dire. Voilà. Ouais. Un pigeon. 20 et 30 cm facile. Ouais. Donc voilà pour le podargue. Ensuite, l'oiseau emblématique de l'Australie, l'émeu. Donc c'est un oiseau qui n'est pas très joli, il a une vilaine tête, il ne vole pas, mais il a une démarche hyper chaloupée. Sa démarche est d'une grâce extrême. Et on a été très chanceuse, je pense, de voir ces émeux en se baladant parce qu'on n'en voit vraiment pas tous les jours des émeux, paraît-il. Ils marchent au pas en plus. Hein. Ils étaient bien synchro. Tout à fait. Photo suivante, autre oiseau emblématique aussi, le kookaburra. C'est un martin chasseur géant. C'est le laughing kookaburra, c'est-à-dire que kookaburra rieur, si on fait une traduction littérale en français. Son chant rappelle un rire rauque. Et c'est son chant, j'ai lu ça aujourd'hui, son chant est souvent utilisé dans les films. Le film de Tarzan avec Wes Muller, par exemple, on l'entend, même si ça n'a rien à voir, puisque le film est supposé être en Afrique, et on entend le chant du kookaburra parce que ça a dû à ce moment-là rappeler ou faire semblant de rappeler les bruits de la jungle, j'en sais rien. En tout cas, c'est un Flipper le dauphin aussi. Le son de Flipper le dauphin est tiré d'un kookaburra. Je trouvais que c'était assez intéressant de voir ça. En tout cas, ça veut bien dire que c'est significatif, je voulais dire, par rapport à son chant. Alors,
l'ai pas vu beaucoup. C'était probablement pas la saison où on les voyait le plus. Apparemment, après mon départ, il a été un peu plus visible. Mais enfin, je suis contente qu'il ait vu. C'est ça, Voilà le son. tout à fait. Voilà, c'est une marionnette, hein, c'est un truc qu'on avait pris pour le chien. Voilà. C'est le son, hein, c'est ça. C'est ça. Sur la photo suivante, je vous présente une espèce de vanneau, c'est le vanneau soldat, qu'on va retrouver dans les parklands ou sur la côte ou dans les zones humides. Caractéristiques sont, comment ça s'appelle, sont Les ergots. ces caroncules jaunes qui sont sur la tête là, qui pendouillent, et l'éperon, l'éperon jaune qu'il a sur le poignet de l'aile. Très querelleur, le vanneau soldat. Et enfin, ah non, j'allais dire enfin, mais c'est pas vrai. Enfin, pour les oiseaux relativement classiques, un couple de goélands austral. Ça, c'est vu sur Kangaroo Island. Et sur la photo d'après, on va voir le portrait d'un goéland austral et notamment la caractéristique de son bec. Vachement trapu comme bec, disons. Ah, très, oui. C'est un oiseau magnifique, d'un blanc immaculé et un bec énorme. Et ensuite, petite surprise, des manchots. Manchots pygmées. Alors, pourquoi cette photo est en noir et blanc? Tout simplement parce que c'est une photo prise de nuit avec un éclairage à la lampe rouge pour pas causer trop de dérangement. Ce sont des oiseaux qu'on ne qu'on ne voit que dans des tours organisées. C'est un animal qui est protégé. C'est le plus petit des manchots. Alors là, j'ai les dimensions. Il mesure 33 cm pour un poids d'environ 1 kg. Donc vraiment tout petit. Et à Kangaroo Island, il y a une toute petite colonie qui est installée. C'est un oiseau qu'on va trouver sur les côtes sud de l'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors, ils passent leur journée en mer pour se nourrir et ils ne rentrent à terre dans leur terrier qu'une fois la nuit tombée. C'est pour ça qu'il est assez difficile de les voir. Et pendant la période de nourrissage, qui dure à peu près 8 semaines, le couple va se relayer pour aller en mer. Donc, il y en a toujours un qui surveille les petits et puis l'autre qui va en mer. Il ne restera à terre plus longtemps, c'est-à-dire très longtemps, en fait 2 semaines, sans aller en mer pour se nourrir, pour muer. Sa mue dure 2 semaines et comme c'est très long sans se nourrir, auparavant, juste avant, il va doubler son poids, il va se gaver, doubler son poids pour pouvoir muer et tenir ces 2 semaines de mue avant de pouvoir retourner en mer. Donc ses plumes sont bleues sur le dessus et claires sur le dessous, et c'est en fait son camouflage. Alors pourquoi bleu sur le dessus? Il va se protéger des prédateurs, des oiseaux prédateurs, avec le bleu qui va se confondre avec la mer, et par en dessous, son plumage clair va le protéger plus ou moins des prédateurs marins cette fois-ci, que ce soit les otaries, les requins, etc. Bon, il n'empêche qu'il se fait croquer quand même assez souvent. Petite chose intéressante à dire sur les manchots pygmées. La première observation des manchots pygmées à Kangaroo Island, c'est en 1826. Et à ce moment, jusqu'au début des années 2000, ils se comptaient par milliers. Aujourd'hui, il y a 15 couples à Kangaroo Island et moins de 10 couples à Victor Harbor, qui est au sud de l'Australie du Sud. Et la colonie la plus importante existe sur une île au large de Melbourne, où il y en a 40 000. Mais les milliers qui étaient à Kangaroo Island, ils ont disparu et la population n'arrive pas à se reconstituer. Donc elle est stable, mais elle n'arrive pas à se reconstituer. Le problème principal pour ces animaux, c'est la prédation en mer, c'est la prédation avec les chiens, c'est la prédation et avec les rats aussi qui mangent les œufs,
et c'est aussi la diminution de la ressource halieutique en mer. Changement climatique, etc., etc., etc. Donc, très chanceuse d'en avoir vu. Il faut savoir qu'à Victor Harbor, avant, ils organisaient des tours aussi pour aller les voir. Maintenant, ils ne le font plus parce qu'il n'y a plus assez de... La population est tellement en diminution qu'ils cherchent à les protéger un maximum. Mais leur avenir est un petit peu compté. Au cours de la même soirée, et c'est la photo suivante, on a vu l'Aninga. L'Aninga fait partie de la famille des cormorans pélicans. Et c'est un oiseau dont la caractéristique principale, c'est son cou et son bec. Il va se servir de son bec pour chasser, il va empaler les poissons. Et normalement, le but de la manœuvre, c'est il empale un poisson, il le jette en l'air, le poisson retombe par la bouche et il avale direct. Mais la petite histoire commence sur la photo suivante et ce n'est pas toujours ce qui se passe. On a donc vu un Aninga qui avait empalé son poisson. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il faisait un raffut pas possible sur l'eau et il se débattait et on ne savait pas ce qui se passait. Bref, on le regardait. Photo suivante. Le poisson, là, est totalement mort parce que ça fait tellement longtemps qu'il se fait massacrer à essayer de sortir de ce bec que c'est juste la force de la violence du choc qui fait que le poisson est dans cette position-là. Et sur la photo d'après, soudainement, plus rien. Moi, je m'attendais quand même à ce que le poisson, que le cours normal des choses se passe, c'est-à-dire que le poisson part en l'air et l'Aninga l'avale. Pas du tout. Plus de poisson, plus d'Aninga en tout cas, parce que, photo suivante, eh ben, l'Aninga, il avait vu que le pélican à lunettes arrivait. Et le pélican à lunettes est un poisson qui est très opportuniste. Et là, il s'est dit, la pêche a été faite pour moi, tant mieux. Donc, le pélican atterrit, amérit. Et photo suivante, en fait, ils étaient deux pélicans. Ce sont des pélicans à lunettes, hein, typiquement australiens. Et au moment où ils ont terminé leur amérissage, l'Aninga est ressortie d'un air de dire, vous avez vu un poisson, vous ? Je pense que le poisson, il a été perdu pour tout le monde, là. Pélican à lunettes, petite remarque sur cet oiseau. Il s'appelle à lunettes parce que, comme vous pouvez voir sur la photo, son œil est entouré d'un cercle jaune, qui est une grosse différence avec les pélicans qu'on a l'habitude de voir ici. C'est un très gros oiseau. Son bec, alors j'ai quand même quelques mesures, son bec fait 50 cm de long. Donc c'est quand même assez considérable. Donc voilà, 2,50 m d'envergure, hein, le pélican. Pour enchaîner sur la même famille d'oiseaux, deux petits cormorans, le pélican noir, sa caractéristique principale, c'est son œil vert émeraude. Et le pélican, je le confonds toujours. Cormoran. J'ai dit quoi? Pélican? Non, c'est cormoran, effectivement. Et l'autre, c'est le little pied en anglais, c'est le cormoran pie en français. Alors, le black est un petit peu plus rare. Hein. Le cormoran pie, on le trouve partout, en fait. Moi, je l'ai vu à peu près partout. Que dire d'autre sur les cormorans? Pas grand-chose. Ah si, il y en a encore un de cormoran, le suivant, sur la photo d'après, qui est le cormoran varié. Alors, j'hésite sur les noms parce que celui-là, en anglais, s'appelle pied cormoran. Et l'autre que je vous ai présenté avant, Little Pied. Mais en français, ça a été traduit différemment. Donc, ça devient le cormoran pie sur l'autre et le varié sur celui-ci. Celui-ci, il a sa caractéristique, c'est son pantalon. Il a un pantalon noir. Comme on voit sur la photo. Fin des oiseaux. Je passe sur les reptiles. On a fait quelques reptiles partout où je suis allée. Ça, c'est pris dans les territoires du Nord. Donc, Uluru, c'est un lézard à queue annelée. Cette grande queue lui sert de balancier quand il marche vite. Il fait à peu près 30 cm. Photo suivante, toujours à Uluru, c'est le varan de Gould. Est-ce que je me trompe? Non, c'est le varan de Gould, Sangoana. Lui, par contre, c'est un gros lézard. Celui-là devait bien faire un bon 80 cm, peut-être plus. Il peut aller jusqu'à 1,40 m.
Donc, quand on le voit, c'est impressionnant. Un autre varan qui lui ressemble beaucoup, mais trouvé cette fois dans la région sur Kangaroo Island, c'est le varan de Rosenberg, à peu près les mêmes dimensions que le varan de Gould. Et dernier reptile que je peux vous présenter, c'est le dragon d'eau australien. Lui, on l'a vu sur la presqu'île de Manly, au sud de Sydney. Je pense que c'est une femelle. Et la photo suivante, je suis sûre que c'est un mâle. Voilà, à cause de ses couleurs, son rouge sur son poitrail et cette tache noire qui part de l'œil. C'est un reptile qui peut aller jusqu'à 1 mètre. La femelle est plus petite. Voilà pour les reptiles. Ensuite, on va passer aux mammifères. L'échidné à bec court, c'est le seul endroit où on en trouve, c'est en Australie. Celui qu'on va trouver en Nouvelle-Guinée, c'est l'échidné à long bec, à nez long, pardon, pas bec, mais nez. Lui, il va manger termites, fourmis, et il se sert de ses pattes avant pour gratter, pour creuser. Et il a une langue apparemment très collante qui lui permet d'avaler ce qu'il trouve dans les termitières et les fourmilières. C'est une bête un peu grosse quand même. Il était assez imposant celui-là. Des épines très, très acérées, très pointues. On l'a vu une seule fois en 3 mois. Autre mammifère plus étonnant, que moi j'ai trouvé très étonnant, c'est les otaries et les lions de mer. Donc là, on va être essentiellement à Kangaroo Island pour tout ce qui est otaries à fourrure et lions de mer. 2 sortes d'otaries à fourrure. Celle-ci qui est l'otarie à fourrure à long nez, aussi appelée otarie de Nouvelle-Zélande. Là, alors l'otarie à fourrure va chercher des endroits rocheux pour se reposer. Donc celle-là avait trouvé son rocher. Photo suivante, qui était déjà occupée par une otarie à fourrure d'Australie cette fois-ci. On les reconnaît à leur tête et aussi à leur fourrure. Donc l'otarie d'Australie, à fourrure d'Australie était bien confortablement installée, mais le rocher plaisait énormément à l'otarie à long nez. Donc, s'en est suivi un petit échange de mots doux, je suppose. Photo suivante. Ça se dispute pas mal. Pour autant, et c'est la photo d'après, celui qui a gagné n'est pas celui qu'on croit. L'otarie à fourrure d'Australie a décidé que c'était un petit peu trop inégal comme discussion et a donc préféré, photo suivante, aller se coucher un peu plus bas. Mais l'autre n'était pas d'accord parce il voulait vraiment son rocher à lui tout seul. Et du coup, la pause de l'otarie à fourrure d'Australie n'a pas été très longue et c'est la photo suivante. Elle est partie chercher un autre rocher. Donc là, on voit bien que son museau est beaucoup plus court que celui de l'autre. Donc ça, c'était sur la partie ouest de Kangaroo Island. Et sur la partie sud, il y a un endroit qu'on appelle Seal Bay, c'est la photo d'après, où se rassemblent les lions de mer. C'est une colonie qui est assez importante, celle-ci. Je crois qu'elle est à 800 lions de mer qui viennent ici. Et on les voit, alors c'est assez étonnant, on a l'impression qu'ils sont là, avachis, et on se demande bien qu'est-ce qu'ils font de leur journée, de leur soirée, avachis, en tout cas très avachis. En fait, il faut savoir, si tu prends la photo suivante, quand ils sortent de l'eau, ces otaries, ça veut dire qu'elles ont passé 3 jours en mer pour se nourrir avant de revenir sur Terre. Et pendant ces 3 jours, j'ai dit otaries, c'est lions de mer, pendant ces 3 jours, les lions de mer vont faire entre 900 et 1200 plongées pour se nourrir. Alors, ils se nourrissent de sèche,
de petites raies et de poissons au fond de la mer. Donc c'est pour ça qu'ils font des plongées qui sont assez profondes. Et ça explique donc pourquoi ils donnent l'impression de passer leur temps à dormir. C'est la photo suivante. Et quand les mères arrivent de leur pêche, ben, elles dorment, mais les petits, ben, ils en profitent, ils têtent. Il faut savoir que les petits restent seuls sur la plage. Alors, il y a des espèces de nurseries qui se créent. Et quand la mère revient de ses 3 jours de pêche, ben, elle va appeler et le petit va reconnaître sa mère et il va revenir téter sa mère. Sur la photo suivante, on va voir 2 jeunes mâles qui s'affrontent. Le combat est toujours très rude. Ils s'empoignent. Alors le mot est pas, j'ai pas trouvé d'autre chose. Ils s'empoignent avec les mâchoires en fait. Ils se mordent. Ils vont s'attraper au cou et en fait, ils vont se mordre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui abandonne. Probablement parce que c'est le moins fort. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ces combats entre adultes, entre mâles adultes, sont une des causes importantes de mortalité des petits. Parce qu'ils se bagarrent n'importe où. Là, j'ai eu la chance qu'ils étaient tout seuls, tous les deux, au milieu de nulle part. Mais très souvent, ils se battent là où ils sont. Et s'il y a des jeunes, des petits autour, et ben, dans leur prise de karaté là, qu'ils font quand ils s'empoignent par la gorge, s'il y a des petits dessous, les petits ils meurent. On estime qu'un tiers des jeunes meurent avant d'être sevrés. Ce qui est quand même assez énorme. Sur la photo suivante, c'est le portrait d'un jeune au repos, justement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette espèce de lion de mer-là n'est présente qu'en Australie. Et au début des années, au début de la colonisation, donc c'est les débuts des années 1800, les lions de mer et les otaries aussi d'ailleurs, ont été chassés pour leur peau et jusqu'à une quasi-extinction de l'espèce. Le lion de mer est une espèce considérée comme en danger selon la classification de l'IUCN. Moins de 12 000 lions de mer, dont 80% juste en Australie du Sud. Là, je parle de l'Australie du Sud par rapport à l'Australie, par rapport au sud de l'Australie. Hein. N'oubliez pas que sur toute la côte, on va pouvoir en trouver. Mais sur l'Australie du Sud elle-même, si vous vous rappelez la carte de tout à l'heure, donc c'est une toute petite partie de la mer, recense 80% des lions de mer. La colonie de Seal Bay, là où j'étais donc, sur Kangaroo Island, est la 3e colonie la plus importante et on dénombre 800 lions de mer sur cette plage. Donc, ils ont failli disparaître complètement au 19e siècle pour des raisons de chasse, pour leur peau et pour leur graisse. Certaines années, alors c'est la dernière année de chasse autorisée, en 6 mois, ils ont tué 800 000 lions de mer. Donc, c'était des massacres. Malgré l'arrêt de la chasse, c'est une espèce qui n'a jamais pu se refaire. La population n'arrive pas à progresser. Et aujourd'hui, ce qui cause le plus de problèmes pour ces animaux-là, c'est toutes les saletés qu'il y a en mer, les filets dérivants, les lignes de pêche, les plastiques, etc., chose qu'on connaît. C'est la prédation des grands requins. Et c'est aussi, comme pour les otaries, la diminution des ressources halieutiques qui fait que ils ont de moins en moins à manger et que donc ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas, la population n'arrive pas à retrouver un niveau suffisamment viable pour ne pas être considérée comme étant en danger. Et c'est une espèce, ces 2 espèces-là ne sont présentes qu'en Australie. Alors, le lion de mer, ici, n'est présent qu'en Australie. L'otarie à fourrure d'Australie n'est présente qu'en Australie. Et l'otarie à fourrure à long nez est également présente en Nouvelle-Zélande. D'accord. Mais le lion de mer, là, c'est une espèce d'otarie, non? Alors là, j'ai eu des problèmes avec les otaries et les lions de mer. Non, c'est pas considéré comme une otarie. Enfin, je crois pas que ça soit considéré tout à fait comme une otarie parce que ça n'a pas la même démarche.
C'est pas Parce que Sea quand on Lion voit en anglais, dans tous les cas de figure, ils les appellent pas Sea Lion quelque chose? Si, en anglais, ils appellent tout sea lion. Mais les Anglais sont beaucoup plus simples, hein, que ce soit pour les oiseaux, pour les mammifères marins, ils sont beaucoup plus simples que les Français. Donc, je ne sais pas. C'est au niveau de son oreille, là, je crois que les otaries se reconnaissent à ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pas toutes, hein, parce que tu prends l'otarie de Californie, elle n'a pas d'oreille qui dépasse. Il y a que les otaries à fourrure pour lesquelles on voit les Je oreilles sais pas. normalement. Et bien, ça, c'est un lion de mer, il a une oreille qui dépasse. Ils font pas pareil que les autres, les Australiens. C'est des Australiens, c'est normal. Allez, on va passer à une autre espèce emblématique de l'Australie. Kangourou. Là, c'est pareil, hein, les kangourous, l'identification des kangourous, c'est pas quelque chose de simple. Entre les red kangourous, les eastern grey kangourous, les western grey kangourous, les wallaroo, les wallabies, pouf, pouf. Donc, quand je sais, je vous dirai ce que c'est. Quand je ne sais pas, je dirais que c'est un kangourou. Ça, je sais. C'est un eastern grey kangourou. C'est le kangourou géant trouvé à Adélaïde. Il se reconnaît, celui-là, c'est un mâle. Il se reconnaît à sa musculature. On voit bien que c'est le boxeur. Donc, celui-là, on ne le dérange pas. On le regarde. S'il est au milieu du chemin, on attend qu'il bouge, mais on ne fait pas le premier pas. Il y en a qui ont essayé. Pardon? Il y en a qui ont essayé. Mais qui ont eu peur. Et je vous le dis, hein, j'ai rarement peur. Là, ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. Moi, les consignes étaient, quand il y a un kangourou, on se pose et on attend qu'il bouge. Donc voilà, kangourou gris, on regarde, mais voilà. Pour autant, on ne les dérange pas, hein. Il faut savoir que tous les kangourous que j'ai vus continuaient paisiblement à manger. Ils ont continué leur repas sans aucun problème. Les kangourous vont se voir surtout début de journée, fin de journée, au moment où ils mangent. Au plus fort de la chaleur, ils doivent être à l'abri, je n'en sais rien, toujours est-il qu'on ne les voit pas. Photo suivante, kangourou gris également. Donc c'est ce que je vous disais, ils nous regardent passer, ils sont toujours, très souvent, ils se confondent beaucoup avec les arbres, quand même, hein. Ils ont un pelage qui est assez, qui leur permet de se dissimuler facilement. C'est la photo suivante où je vais vous montrer un truc qui m'avait étonné, enfin qui m'a étonné, qui m'étonne toujours. Alors là, je ne sais pas si c'est un gris ou si c'est un eastern ou western, j'en sais rien. C'est un kangourou. Ils se servent de leurs pattes avant pour prendre des herbes, pour prendre les branches des buissons et pour porter à leur bouche. Ils s'en servent en fait comme des mains. Leurs pattes avant sont, comment on dit, préhensibles. Préhensibles. Donc j'avais trouvé cette caractéristique-là assez intéressante. Photo suivante, c'est la maman et son petit. Ah non, j'ai rajouté une photo. C'était pour bien vous. j'ai oublié. C'était pour bien vous montrer qu'en fait, il prenait avec sa main dans les buissons. J'ai oublié celle-là. Et c'est la photo suivante où on va voir une maman kangourou avec son petit. Et les petits sont assez gros quand même, hein. On sent que ça fait un poids considérable dans la poche. Mais ça ne l'empêchera pas, lorsqu'elle est partie, elle est partie en sautant tranquillou, quoi. Déplacement normal d'un kangourou. Sur la photo suivante, qui est prise à Kangaroo Island, et ça donc, je peux affirmer que c'est un western kangourou, western grey kangourou, puisque c'est la seule espèce qu'on va trouver en grand kangourou. C'est la seule espèce qu'on trouve à Kangaroo Island. Et là, la famille est vraiment en grand complet. On voit le petit dans la poche. Et puis, les deux autres, j'ai supposé que c'était le papa, j'en sais rien. En tout cas, ils se font des bamours. Ils sont bien sympathiques, ces trois-là. Sur la photo suivante, toujours à Kangaroo Island, donc Eastern Grey Kangourou. Attitude assez caractéristique d'un kangourou. Quand il ne mange pas, il se gratouille. Et il se gratouille toujours comme ça, avec une patte sur le torse et puis l'autre qui est pendante sur le côté, toujours en mode trépied, ce que j'appelle le mode trépied, c'est-à-dire c'est la queue qui fait le balancier. Sur la photo suivante, le saut du kangourou quand même, il fallait quand même avoir un kangourou qui saute, toujours à Kangaroo Island, donc Western Grey Kangourou. Et sur la photo suivante, c'est le gardien du phare. J'avais beaucoup aimé cette posture de ce kangourou. On se demande ce qu'il pense, mais
Il est resté là un petit moment. C'était intéressant pour moi pour la photo. Autre... alors, j'allais dire autre kangourou. Non, c'est un wallaby sur la photo suivante. Wallaby de Bennett. Pour la petite histoire, c'est celui que certains ont peut-être rencontré à Rambouillet. Vous savez qu'il y a des kangourous qui se baladent dans la forêt de Rambouillet. Ben là, celui qui se balade dans la forêt de Rambouillet, c'est le wallaby de Bennett. C'est celui-ci. En tout cas, celui-là, il se régalait. Je ne sais pas si c'était avec les fleurs ou avec les feuilles, mais il était très affairé à manger et sentir ce truc-là. Un autre wallaby, alors le plus petit wallaby qui existe, toujours sur Kangaroo Island, c'est le wallaby de Tamar. Celui-là, j'ai ses dimensions, donc il fait 50 cm de haut pour un poids entre 4 et 10 kg. Il faut savoir que les kangourous, la femelle fait la moitié du poids du mâle. Le kangourou gris qu'on a vu au début, là, le Easton Grey Kangourou, il peut peser jusqu'à 66 kg et mesurer plus de 2 mètres de haut. Queue non comprise. Il faut rajouter 1 mètre de queue. Donc celui-là, à côté, il est vraiment minuscule. Et sa caractéristique à celui-là, 2 caractéristiques. C'est le premier kangourou qui a été vu par un Européen en 1629. Donc il est répertorié depuis 1629, celui-là. Et sa caractéristique principale quand même, c'est sa capacité de boire de l'eau de mer lorsqu'il n'y a plus d'eau à boire, lorsque c'est la sécheresse. C'est le seul animal connu, kangourou connu en tout cas, qui peut avaler de l'eau de mer pour se désaltérer. On revient à Adélaïde avec un autre wallaby, un vieux pépère. Ça, c'est un vieux pépère, c'est un wallaby bicolore. Je dis vieux pépère parce que quand on le voit sur la photo suivante, C'est un collier qu'il a autour du cou. Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Je ne sais, des herbes qui s'accrochent. Pardon. Ouais. Alors la photo suivante, pardon, j'étais pas du bon côté. Voilà. Donc photo suivante, c'est le même. Alors, il était d'un côté du chemin, on a attendu qu'il passe de l'autre côté. Et puis il est passé de l'autre côté, mais il n'est pas allé très loin. Il a attendu cette fois-ci que nous, on passe. On se fait des politesses sur ces chemins de randonnée en Australie. Donc je dis que c'est un vieux parce que on voit bien que son museau est tout blanc. Et puis sa façon de se déplacer indiquait aussi qu'il était un petit peu vieux. Et une oreille percée? Non, non, il n'a pas d'oreille percée. Je suppose que c'est une herbe aussi ah, d'accord. qui s'est accrochée à son oreille. Donc celui-là, c'est le vieux. Et le petit, c'est la photo d'après. C'est la même espèce. Et c'est un petit jeune, un tout petit jeune. Alors, pour la petite histoire, cette promenade qu'on a fait là, cette randonnée, c'est 8 km autour d'un parc à l'intérieur duquel, nous on était à l'extérieur. Je refuse d'aller dans des parcs où il y a des animaux. Donc on a fait le tour extérieur parce que la balade est très jolie et ça nous a permis de voir plein de choses. Et à l'intérieur du parc, il y a donc des koalas que vous pouvez aller caresser, des kangourous, machin, etc., etc. Et ce petit est pris à travers le grillage. Et ce qui nous a interpellés, c'est le vieux kangourou, qui est de la même espèce, qui normalement n'est pas une espèce qu'on trouve à Adélaïde. Ce vieux kangourou regardait à travers le grillage. C'est pour ça qu'il était de l'autre côté du chemin. Et ça nous a donné l'impression que le vieux regardait ce petit avec sa mère, parce qu'il y avait la mère aussi à côté. Et du coup, dans ma tête, je me suis fait ma petite histoire. Je trouve que celui-là, il a un air tout triste. Mais bon, ça, c'est ma petite histoire après à moi que je me fais dans ma tête. Parce que je trouvais que le vieux avait l'air triste et le jeune avait l'air triste aussi. Bon, après, pas d'anthropomorphisme. Donc, on passe au koala. Petit koala deviendra grand. Le koala, on va toujours le trouver perché sur un eucalyptus. Les koalas, il y a 700 espèces d'eucalyptus en Australie. Tous les eucalyptus n'abritent pas, toutes les espèces d'eucalyptus n'abritent pas des koalas. Ils sont un petit peu difficiles dans leur alimentation et c'est certaines espèces d'eucalyptus qui leur conviennent. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des koalas partout.
Alors, koala aussi, c'est une histoire un petit peu dramatique, parce que avant l'arrivée des Européens en 1800 et jusque dans les années 1930, enfin, on va dire entre les deux, les koalas se comptaient par millions. Ils ont été tués pour le commerce de leur fourrure. Et l'association australienne des koalas, qui s'appelle l'AKF, estime qu'aujourd'hui, sur tout le territoire australien, il en resterait moins de 60 000. Sur tout le territoire australien. Sachant que le koala, quand même, alors quand je dis tout le territoire australien, c'est un peu exagéré, puisque le koala va se trouver sur la partie est et sud du continent australien. Mais enfin, on est quand même passé de plusieurs millions à 60 000. Et aujourd'hui, enfin, depuis 2022, le koala est considéré comme une espèce en danger. Miroir infini! C'est parce que je suis obligé de faire rentrer Antoine qui est arrivé un petit Ah ben peu voilà, tard. Antoine. Voilà, hop, je remets. Hop. Donc voilà. Donc je vous disais quoi, oui, que depuis 2022, il est donc considéré comme en danger, comme une espèce en danger. Photo suivante. C'est un animal qui va passer sa journée à dormir. Apparemment, c'est à cause de son régime alimentaire. Il mange jusqu'à 1 kg de feuilles par nuit pour se nourrir. Et ces feuilles sont très riches en fibres et ça lui demande une énergie considérable pour arriver à les digérer. Et cette énergie, en fait, elle est... Cette énergie, donc je disais, est récupérée du coup, il dort quoi. Du coup, il passe son temps à dormir. Alors, quand il se réveille, et c'est l'objet de la photo suivante, donc, quand il se réveille, c'est pour aller manger. Donc, quand il dort, il est coincé toujours entre au moins 2 branches, voire 3 branches, pour ne pas se casser la figure, je suppose, mais il a quand même des griffes très, très costauds qui lui permettent de s'accrocher et de dormir tout en étant accroché à son arbre. Quand il va chercher à manger, il va sur les branches les plus fines et les plus hautes, parce que c'est là que se trouvent les meilleures feuilles. Donc, il est quand même assez leste pour grimper jusqu'au sommet des eucalyptus. Sur la photo suivante, c'est un portrait d'un koala. Quand même une belle proximité hein, avec ces animaux. Ils sont assez placides, ils nous regardent et voilà, ils nous regardent. Quand ils sont réveillés, ils nous regardent, sinon ils roupillent. Ils font un drôle de bruit quand ils s'énervent. Ils font un bruit. Moi, je dis qu'ils font un bruit un peu comme un cochon. Ça gâche le côté nounours. Dernière image, c'est un koala qui devait nous observer depuis très longtemps parce qu'on est resté pas mal dans ce coin. C'était au fond d'une gorge sur un point d'eau. On était sur ce point d'eau, on cherchait un moyen de faire un circuit. Et en fait, le circuit était, comment je dirais, le chemin n'était plus accessible à cause de la montée des eaux. Il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, on n'avait pas trop envie de patauger, on n'avait pas prévu de patauger. Donc, on cherchait un endroit pour essayer de faire une boucle, on n'y arrivait pas, donc on est revenu plusieurs fois sur nos pas. Et c'est vraiment dernière fois où on est revenu sur nos pas qu'on l'a vu. Il était tellement réveillé que je me suis dit, il a dû nous regarder faire notre cirque pendant tout le temps, et nous, on ne voyait rien. Ils se confondent beaucoup avec la végétation quand même. C'était un beau nounours. Qu'est-ce que je peux dire sur le koala? C'est qu'il souffre beaucoup en fait de la destruction de son habitat. Il y a eu les 2 gros incendies de 2019-2020 qui ont été catastrophiques pour le koala. 60 000 koalas ont été tués ou blessés pendant ces incendies. C'est pour ça que maintenant il ne reste plus que 60 000, donc ça veut dire 50% ont été affectés par ces incendies. Il faut savoir qu'il abrite un organisme, je ne sais pas comment on appelle ça, un organisme dans son corps qui s'appelle la chlamydia, qui va déclencher des maladies lorsque le koala est sous stress. Donc, il est tout le temps sous stress. Avec les feux, il a été énormément sous stress. Maintenant, il est sous stress à cause de la réduction de son habitat. Donc, ce sont comment je dirais, les koalas très souvent sont malades
et deviennent infertiles à cause de cette chlamydia, donc d'où l'effet boule de neige et le déclin de cette espèce. L'association dont je vous parlais tout à l'heure disait que si on continue à détruire l'habitat du koala, volontairement ou involontairement, l'espèce sera éteinte en 2050. Et je terminerai sur cette note pas très positive, pas très optimiste. Et voilà. Effectivement. Eh bien, bravo. Comme quoi, tu vois, c'était bien. J'en sais rien. Bah si, c'était Bravo, très bien. Maggie. Bah, si, bien. Super. Bon, Tu peux après, peut-être compléter, Benjamin et Corinne, vous pouvez peut-être Ouais. compléter Mais si vous bravo, avez des super. choses. À part des problèmes de taille, ça va. Hein. À part les problèmes de taille, ça va. Bon, Non, bien, bien, super. Ouais, ouais. ok. bon, Ouais. si vous avez des questions pour Maggie, Voilà, c'est le moment ou si jamais. vous avez des questions. Donc, c'est les photos que j'ai fait sur un séjour de 3 mois, mais comme je vous le disais au début, hein, j'étais pas allée pour faire de la photo animalière. 3 mois? Eh ouais, tant qu'à faire. Quelle chance. Tant qu'à faire. Ben, c'est l'avantage d'être en retraite. Hein. Et t'as fait que ça comme photo? Non, j'en ai des milliers. C'est bien ce qui m'a posé problème. Oui, mais attends, la photo animalière a été uniquement des photos opportunistes. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'affût, j'ai pas fait c'était juste. Certaines photos ont été prises au 200 mm parce que je partais léger. Quoi. Quand les balades étaient un peu costauds, je partais léger. Je partais avec le 24-200 et puis je faisais ce que je pouvais. Ouais. J'ai souvent pris, vers la fin, je prenais souvent le 100-400. Mais D'accord. Mais ben, vous connaissez, Benjamin et Corinne, vous connaissez comment je dirais, la géologie de l'Australie. Les balades ne sont pas sur terrain plat. Hein. oui, Non. oui, oui, oui. Mais j'étais surpris de ne pas voir d'aigle et de Non, j'en ai pas vu. sur la route. Je ne suis pas allée sur. Alors, les aigles, on les voit au Flinders Chase. Et c'est une région que je n'ai pas fait, que j'aimerais bien faire la prochaine fois. Ok. Parce que nous, sur la route, avec tous les cadavres qu'il y a, les aigles, bah, ils chassent pas. Hein. Ils viennent se se servent. nourrir de ce qu'il y a sur la route. Hein. C'est vrai que les kangourous et les koalas paient un lourd tribut à la circulation. Ah ouais. Hein. Les varans aussi. Hein. Ouais. Les camions, ils sont équipés de pare-buffles. Ouais. Ils ne s'arrêtent pas. Hein. Non. Ils tapent. Hein. Ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Bon, il faut dire qu'un kangourou qui saute à travers de la route, il n'y a pas moyen de faire grand-chose quand même. Hein. Ah oui, non. Hein. Les koalas, ils pourraient faire gaffe. Ouais. Surtout que nous, à l'époque, on nous avait conseillé de ne pas conduire la nuit. Hein, et ça nous est arrivé parce que l'année où on a été, où c'était l'hiver là-bas, on a été coincé parce qu'on n'avait pas bien calculé le temps qu'on mettrait pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, on a roulé de nuit. On a compris tout de suite pourquoi. Hein. Les kangourous, ils sortent de partout. Ça grouillait comme les lapins. Hein. Ça grouillait, ouais. Et tu peux te prendre un kangourou sur le pare-brise sans problème. Hein. Et c'est des grosses bêtes. Hein. Et c'est des grosses bêtes, ouais. Alors, les endroits les plus fréquentés par les kangourous et les koalas sont bien indiqués par des panneaux, mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. Et dis-moi, à Kangaroo Island, les koalas, tu les as vus où? Non, j'ai pas vu de koalas à Kangaroo Island. J'ai vu que des otaries et des kangourous. Ah bon, d'accord. Les koalas que je vous ai montrés, c'est la région d'Adélaïde, c'est Morialta et c'est Onkaparinga. Oui, parce que tu sais, à Kangaroo Island, il y avait des koalas avant les incendies. Mais oui. Mais c'est pas entendu dire qu'ils avaient presque été tous décimés à cause des incendies à Kangaroo Island. C'est ça, c'est ça. Alors, ils n'étaient pas nombreux. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment la nature se régénère après ces gros incendies. Oui, alors justement. Kangaroo Island, moi, je m'attendais à voir un peu désertique, pas du tout. Ça a bien repoussé, donc c'est quand même des incendies qui ont lieu en 2019-2020. Donc, c'est assez récent. Hein, et moi, j'y étais l'année dernière, hein, 2023, donc en 3 ans. En 3 ans, la végétation a bien repris, c'est-à-dire que c'est tout vert. La seule chose, c'est que tant qu'on est en voiture, on voit que on a l'impression que c'est très vert, que les arbres ont repris, etc. Par contre, la configuration de Kangaroo Island, c'est les routes montent et descendent. Donc, quand on est dans le creux, voilà. Mais quand on est au sommet, quand on est en haut de la route, au sommet, et qu'on voit l'étendue de Kangaroo Island, on voit effectivement
cette végétation verte partout et au-dessus, tous les bois morts. Parce que l'eucalyptus est quand même un gros arbre, et un arbre qui est très haut, qui peut aller jusqu'à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et ces arbres se régénèrent par la base, et c'est là où on se rend compte, quand on est au sommet de la route, là, c'est là qu'on se rend compte de la catastrophe qui s'est passée à Kangaroo Island. Et la même chose en Tasmanie. Hein. En Tasmanie, c'est exactement le même constat qu'on a fait. Donc la nature arrive à se régénérer, ça prend du temps, mais... Sur tes photos, là, apparemment, à Kangaroo Island, on voyait beaucoup de graminées. Est-ce que oui. c'était la période où tu étais ou est-ce que c'est dû aussi aux incendies? Parce que ça m'a paru énorme, là, notamment au phare. Le phare, c'est le Oui. fameux phare qu'il y a à Kangaroo Island. Oui. Mm. Je ne sais pas. Là, je pense pas qu'il y avait. Enfin, là, il n'y a pas eu de. Je ne sais pas dire. Je sais les endroits à Kangaroo Island où on voit les traces des incendies, notamment à un endroit au sud de l'île qui s'appelle Remarkable Rocks, qui est au sud de l'île complètement. Et là, on voit effectivement que l'incendie a tout détruit et que les pousses vertes reviennent. Bon. L'avantage de 2023, début d'été 2023, c'est les pluies. Hein. Il a beaucoup plu, donc la végétation reprend très vite. Là où tu as vu les graminées, près du phare, j'ai pas l'impression qu'avant il y avait des arbres. Parce que j'ai pas vu de reprise, de reprise de végétation arbustive. Mais après, c'est... Après, je sais pas. Hein. Autant je suis affirmative sur Remarkable Rock, où effectivement tout avait brûlé et que ça reprend petit à petit, autant autour du phare, je ne sais pas te dire. Ok, merci. De rien. Eh bien, bien, beau voyage. Oui, c'était un super voyage. Ouais. Ça donne envie d'y retourner. J'ai quand même répertorié, alors je ne peux pas vous les montrer parce que les photos sont assez, comme je vous dis, hein, ce n'est pas des photos animalières que j'ai fait. J'ai quand même recensé sur mes photos 63 espèces d'oiseaux. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est le pays où on a vu le plus d'oiseaux. Ça grouille de partout. Ouais. C'est impressionnant, ça, comme tu dis, ça grouille de partout. Et la proximité en plus. Moi, je me rappelle que mon gamin, le soir, il tendait la main avec un petit bout de pain, n'importe quoi, et puis ça venait directement sur lui, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Super. Et des wombats, t'en as pas vu? Non, j'ai pas vu le wombat. Comme j'ai pas vu le diable de Tasmanie. Mais ça, je suis pas allée là où il fallait pour le voir, de toute façon. Et le wombat, j'ai pas vu. Pardon? Le dingo? Non, pas vu. Dingo, c'est dans les territoires arides. Ouais, à Uluru, un kangourou. À Uluru, non, j'ai pas vu ça. Uluru, ouais. Un peu plus haut, on l'a vu. Si tu veux, Uluru, enfin, comment t'expliquer? Nous, on n'est pas allé en voiture. C'est-à-dire que Adélaïde, Uluru, on l'a fait en avion en passant par Sydney. Ah, facile. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. T'as pas tiré la famille. Tu t'es pas tapé les 5000 km? On disposait que d'une semaine pour aller à Uluru. Alors, tu ne peux pas faire Uluru en voiture en une semaine. C'est pas possible. Non. Pas possible. Les distances sont trop grandes. Ouais, donc, 1000 km. Ouais, c'est ça. Donc, on a pris l'avion. C'est pas le chemin le plus direct de passer par Sydney, mais ça m'a permis de voir Sydney également. Ok. Non, on n'a pas fait de voiture. Le seul endroit où on est allé en voiture, c'est Kangaroo Island, parce que étant basé à Adélaïde, c'est facile de prendre le ferry et d'arriver sur Kangaroo Island. C'est clair. Après, là-bas, ils prennent un peu l'avion comme nous, on prend le train. Hein. Ouais, mais du coup, Enfin, nous, on voulait... Moi, je voulais vraiment faire de la route. Hein. C'est ce qui me plaît là-bas. Hein. C'est rouler, t'arrêter quand tu veux. Et puis, y aller, quoi. C'est grand, c'est long. C'est ça. 500 bornes entre deux villages. Faut être sûr de ne pas tomber en panne. Faut pas oublier de faire le plein à la fois d'eau et de gasoil. Ah ouais. Dès que tu vois une pompe, tu t'arrêtes. Hein. Systématiquement, tu fais le plein. Très bien. D'autres questions pour Maggie? Ça t'a pas donné envie d'y retourner, Maggie? Mais tu sais que moi, j'ai une opportunité pour y retourner. Donc, Ah, trop bien.
Moi, j'ai le logement gratos. Ah, faut Ah. y aller, faut y aller. D'où les 3 mois. D'où les 3 mois. Ah bah ouais. Absolument, d'où les 3 mois. Ah bah oui. Oui, bah ouais. Tout est une explication, c'est normal, c'est normal. Bon, alors Bah tu as oui. travaillé ton anglais australien? J'ai travaillé mon anglais australien, ouais. Mon anglais tout court, parce que je l'avais bien perdu, mon anglais. Mais oui, ça revient, ça revient. C'est comme Ouais, le vélo, ça. C'est juste l'accent qui est un peu plus compliqué. Ouais. Le pire, c'est dans le Nord. Ils ont un accent encore plus terrible? Oh là là, c'est terrible. Ok. Plus Bon, d'autres bah, questions super. pour Maggie? Merci. Bien. Bah voilà, bah ça va être... C'était une séance technique fort sympathique, malgré les incidents techniques du début. Ouais, tu t'es bien tiré. Je vais les couper au montage, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est. À tel point que les gens vont se poser la question pourquoi on a cette discussion à la fin de la vidéo. Voilà. Bien, donc la prochaine réunion technique, elle aura lieu le 3e jeudi du mois de juin, c'est-à-dire le 20 juin. Et comme je l'ai expliqué en début de séance, notre invité sera Olivier Grunfeld, notre membre alsacien, qui va nous présenter 2 films, un sur la chevêche et l'autre sur le castor. Donc 2 vidéos qui durent à peu près, enfin l'ensemble va durer à peu près 40 minutes. Et je pense qu'entre les deux, il va y avoir un beau débat avec Olivier sur comment les photos étaient, enfin les images ont été faites. Donc, je vous donne rendez-vous à cette séance. D'ici là, c'est la saison, fête de la photo. J'espère qu'il y en a certains qui ont trouvé des terriers de renards à prendre en photo, enfin avec les renards tant qu'à faire. Ouais, Et puis, on espère que la météo va s'améliorer. On espère. À bientôt et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne Au soirée, revoir. au revoir.